Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous préférer toutes les semaines, tous les jeudis, quand il est 20h passé de quelques minutes. Vous êtes nombreux à nous suivre et ce n'est pas pour rien, justement, vous savez, dans cette émission, nous parlons reportage, semaine médiatique, nous parlons vue, nous avons même des invités et on vous met au bain de l'actualité, sans oublier la rubrique On Zappe, toutes ces rubriques pour vous informer des infos vraies. C'est surtout notre credo ici. Et spécifiquement pour vous, pour ce numéro, nous avons un invité, pas des moindres, jeune mais propulsé dans le monde des médias. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Mais avant, nous vous invitons à vous asseoir confortablement, à surtout attacher vos ceintures. Médiasphère, on commence. Médiasphère. Médiasphère. Notre invité du jour se nomme Abdourahmane Sénateur Diallo. Il est journaliste au groupe Adafo Média. Il est aussi écrivain. Mais bien plus encore, c'est pourquoi nous l'accueillons aujourd'hui. Il est blogueur, pas blogueur national, c'est un blogueur international. Parce qu'il est, de nos jours, pour le mois de mai, au compte de Mondoblog RFI, un grand blog, un blog mondial qui regroupe une centaine de pays. Il est le meilleur blogueur du mois demain et c'est notre invité. Médiasphère. Médiasphère. Bonjour, bienvenue sur Mondoblog. Je m'appelle Abdourahmane Diallo, j'ai 30 ans et j'habite à Conakry en Guinée. J'ai beaucoup de casquettes, mais on va se contenter des plus importantes. Je suis donc journaliste et écrivain. Je suis dominé par la lecture et par l'écriture, mais à côté, j'aime également le sport et le cinéma. Je blogue parce que déjà, j'adore écrire. Ça me permet également de partager des expériences et des passions à travers le monde. S'ouvrir à la culture de l'universel, c'est ce que j'aime. Je suis inspiré par mes lectures, principalement d'ailleurs, mais aussi par mon entourage, par la société en général, mais surtout par l'actualité nationale et internationale. Ma devise dans la vie est la suivante: liberté comme défi, diversité comme cadre, intégrité comme créneau. Venez me lire et commenter mes biais sur sénateur224diallo.mondoblog.org. Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir Abdourahmane Sénateur Diallo. Bonsoar Tréfil, bonsoir à tous. Au plaisir de te recevoir dans cette émission. Ça fait plaisir de partager. Dis-nous, ça fait quoi d'être à l'affiche d'un grand blog, le blog, je vais dire le blog mondial, où il y a plusieurs pays, plusieurs nationalités, et tu te retrouves à la tête déjà, ça fait quoi? Ça fait plaisir et c'est bien, surtout parce que c'est parti pour un mois d'affiches. Je vais occuper la une de Mondoblog. Vous le savez, Mondoblog, c'est le réseau de blogueuses et de blogueurs de RFI, Radio France Internationale. Mondoblog, c'est plus de 70 pays, c'est plus de 950 blogs, c'est plus de 3 millions de pages visitées par an. Donc, l'accès à Mondoblog n'est pas facile, c'est pas évident, même pour un simple blogueur professionnel, parce que Mondoblog, c'est une autre classe. Mais l'accès est acquis et le fait de s'imposer aussi dans cette blogosphère, de s'imposer et d'occuper le fauteuil de meilleur blogueur du mois pour tout un mois, pour 30 jours, c'est vraiment un honneur, pas que pour moi, mais tout un honneur pour la blogosphère guinéenne. Comment on en est arrivé là, de journaliste à écrivain? Vous avez fait une œuvre, Nation enchantée, à être blogueur et reconnu à ce niveau. Comment vous êtes arrivé à remporter ce prix? C'est un concours? Comment ça s'est passé? Oui, c'est un concours. Il y a deux choses. Il y a deux choses parce que le dénominateur commun de tout ce que j'exerce comme métier, a pour base l'écriture. Donc, écriture avec le roman, écriture avec le journalisme, écriture avec le blogging. Mais ce qui est difficile avec le blogging, c'est beaucoup plus intimiste et solitaire. J'ai blogué durant combien de temps?
3 ans avant de venir ici aujourd'hui. J'ai blogué d'abord avec Blogueur. C'est une plateforme qui n'est pas aussi connue que ça, que Mondoblog. J'ai ensuite enchaîné avec d'autres plateformes. Après, Mondoblog et RFI a lancé le concours de recrutement des blogueurs francophones à travers le monde. J'ai postulé, on était 1000 et quelques, on a été retenus. Donc, 32 blogueurs ont été retenus à travers le monde. Et donc, j'ai accédé à la 8e saison de Mondoblog. Et donc, vu la fréquence de mes publications, la fréquence de mes billets, la pertinence des sujets traités, parce que j'ai 3 angles sur le blog. J'ai le média, j'ai la politique, la culture et donc la littérature. Donc, c'est un plaisir encore. Et qu'est-ce qui a prévalu à ta sélection pour toi? Qu'est-ce qui a été mis en avant pour que tu attires l'attention du jury ou de ceux qui sélectionnaient? C'est ce que je disais, la pertinence des sujets. Parce que le fait déjà que je sois au sein d'une rédaction politique, c'est un atout parce que je suis au cœur de l'événement. Je suis au cœur des événements politiques. J'étais aux côtés du CNRD, des forces spéciales qui avaient pris le pouvoir le 6 au lendemain du coup d'État. C'est un de mes meilleurs blogs sur la plateforme parce que j'étais au cœur dans la salle même. Je suis donc au cœur des événements. J'ai les images en direct parce qu'il faut signaler que Mondoblog n'accepte pas d'illustration émanant d'autres plateformes. Si la photo n'est pas de toi, on ne prend pas en compte. Il faut qu'elle soit authentique. Voilà, tout est authentique. Donc, le fait qu'il soit, je disais tantôt, dans une rédaction politique, ça m'aide à avoir les vraies infos, à être en contact direct avec l'information. Et un autre pan de mon blog, c'est la littérature. Le fait que je m'adonne à la lecture des œuvres classiques beaucoup plus longues et qui causent des problèmes aux amateurs de la lecture, que moi, je me fixe pour objectif, par exemple, d'épuiser Victor Hugo et de faire une étude synthétique là-dessus, ça aide les gens. Et aujourd'hui, j'ai pris l'aventure Marcel Proust, l'un des plus grands auteurs français du XXe siècle. C'est la plus immense des œuvres romanesques de la littérature française du XXe siècle. Donc, c'est l'Everest, comme on le dit, l'Everest de la littérature. Je me suis donc fixé pour objectif de dompter l'Everest-là. Et qui sait, dans 1 mois, 2 mois, je vais dompter et je vais produire un billet de blog, des articles pouvant donner des clés pour que ceux qui n'ont pas le temps et le courage de lire Proust puissent rapidement s'imprégner de la réalité et des angles majeurs littéraires dans l'œuvre de Proust. Et la dernière question, peut-être avant d'ajouter, si vous avez un message à lancer, c'est plus désormais, c'est quoi la suite? Dans quelle optique vous vous lancez désormais et à quoi servira donc ce prix dans les jours à venir? Ce prix, c'est d'abord le premier prix, le premier statut de reconnaissance. Mondoblog me connaissait, mais Mondoblog aussi m'a encore connu à un autre palier qui est différent. Et après donc ce prix, l'objectif, le cap, on l'a mis à un autre statut. Le statut qu'on recherche prochainement, c'est d'avoir le statut de blogueur, comment on peut appeler ça, VIP dans la plateforme de Mondoblog, capable dans cette circonstance-là d'inviter l'équipe de RFI, Mondoblog, dans sa ville. On a déjà lancé des invitations. Je l'ai tenté à travers l'événement Capitale mondiale du livre qu'on a créé, les 112 heures du livre passé, mais je n'avais pas le statut. Et donc, on va nous battre pour avoir ce statut. Et je devais participer à un festival que Mondoblog organise en ce moment même à Douala, au Cameroun. Mais ça m'a manqué beaucoup de choses, des petites choses, mais l'essentiel est là, mais je n'étais pas en amont prêt. En tout cas, merci Abdourahmane, c'est une fierté de te voir au sommet de ces sites parce que c'est aussi intellectuel, c'est surtout ça. Et merci de faire valoir notre tricolore. Merci. Et il faut dire aux jeunes Guinéens d'écrire. Écrire. On a tous des histoires à raconter. Abdourahmane Senator Diallo, il est donc le meilleur blogueur pour ce mois de mai. Chez Mondoblog, il parlait de plus de 70 pays avec des millions de vues, avec beaucoup d'autres nationalités. Et c'est lui qui était notre invité. Voilà, c'est ce qu'on fait, vous montrer des personnes hors pair qui font un énorme boulot dans leur domaine. On poursuit dans cette émission Médiasphère. Médiasphère. Nous poursuivons pour vous dans cette émission Médiasphère et cette fois-ci, ce qu'on va faire, nous allons partir avec une interview pas des moindres aussi. Ce soir, nous revenons largement sur le sommet Turquie-Afrique. Notre représentant de ce côté, c'est le Guinéen qui y était, bien sûr, à l'international. Il a représenté tous ses médias avec ses coéquipiers. Vous le connaissez bien, c'est le sieur Lamine Guirassi. Donc, nous avons tenu à avoir un entretien avec lui et celui qui a réalisé cette interview
Bien sûr, mon cher maître Mamoudou Boulere Diallo, il était en compagnie d'Abdoulaye Camara. On suit. Médiasphère. Médiasphère. Retour sur le sommet Turquie des médias. On reçoit Lamine Girassi qui était l'envoyé spécial ou le représentant de tout le pays à ce sommet. Lamine Girassi, bonsoir. Bonsoir, vous l'errez. Ah. Vous étiez à côté de Turquie pour parler de l'évolution des médias. Vous étiez quelque peu patron des médias dans les différents pays de l'Afrique. Vous représentiez la Guinée. D'abord, quelles étaient les prédispositions que Lamine avait avant de partir? Dans quel état d'esprit il a accepté ce voyage? Dans quel état d'esprit? Déjà, c'était pas du tout facile d'accepter, dans le sens que je venais d'arriver de la France après 2 semaines. Pour moi, c'était un peu prématuré de repartir encore une fois. Et voilà. Maintenant, évidemment, nos amis turcs ont posé les bases, si je peux me dire ainsi. Et pour moi, c'était important aussi d'échanger un petit peu avec d'autres continents ou d'autres pays, d'autres modèles, si on peut se me dire ainsi, par rapport au fonctionnement des médias. Et dans le cercle, ils nous ont, je veux dire nous, parce que c'est Adafo Média, ils ont demandé à ce qu'on puisse être panélistes et de débattre un petit peu des médias et le numérique aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on a essayé de démontrer, comment ça fonctionne. Au bout des 15 ans, qu'est-ce qu'on a fait en terre guinéenne et cette ouverture aussi que nous avons sur le continent. Donc c'était un rendez-vous de donner et de recevoir, j'ai envie de dire. Donc l'exemple de Adafo a été pris pour l'exemple de tout un pays, la Guinée, c'est ça? Oui, c'est bien cela. Une fierté en même temps parce que je me dis, on est quand même à combien de kilomètres d'Istanbul, de Turquie, et qu'on arrive quand même à nous détecter de cette façon. Juste fier parce que quand on parle de l'Afrique occidentale, c'est le Sénégal, c'est la Guinée qui était là. Je me dis, waouh, c'est incroyable. Donc après, nous ne sommes pas les seuls pays en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest, j'ai envie de dire. Et le cas guinéen, en Guinée, ça fait pas 25 ans qu'on a libéralisé les ondes. Donc si on arrive à faire des prouesses dans ce sens-là et que notre modèle puisse servir à d'autres pays, on se dit c'est tout à fait bénéfique. Vous avez également parlé de quelques modèles pour le continent, pas que pour la Guinée ou pour le Sénégal. Vous avez donné un exemple des modèles qui pourraient peut-être embarquer tous les médias, qui pourraient donner une identité. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette proposition que vous avez faite au niveau de ce sommet? On m'a surtout demandé peut-être d'expliquer comment l'évolution s'est faite et comment on a compris en fait l'Internet dès le départ. C'est-à-dire depuis 2013, évidemment, nous sommes peut-être l'un des seuls médias en Guinée à comprendre que l'avenir se passe aussi sur Twitter, sur Facebook, entre autres, sur YouTube. Et c'est ce que j'ai expliqué. Il vous rappellera qu'il y a même des articles à un moment donné qui sortaient à dire que les médias africains, en tout cas de la sous-région, étaient vraiment en retard. Mais dans le lot, on a sorti Adafo Média à dire on a compris très vite qu'il fallait s'y intéresser parce que ça va nous rattraper. Je parle du numérique. Et voilà, la digitalisation. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être donner quelques exemples en ce qui concerne évidemment ce côté-là. C'est ce que nous avons fait. Comment on s'est paré par rapport à tout ça à dire aujourd'hui, bien sûr qu'il y a les scores traditionnels, si je peux me dire ainsi, mais aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus focalisés, par exemple, peut-être sur des chiffres sur les réseaux sociaux, tel média fait l'audience ou pas. On oublie en fait que la manière dont on calcule les audiences, en tout cas du côté de la France, avec les télécommandes, c'est-à-dire telle émission marche super bien parce qu'il y a les grands auditeurs et tout ce qu'il y a autour. Donc dans le pays, sur le continent, à part les sondages, évidemment, des institutions très puissantes, on a du mal en fait à cerner parce que tout le monde se réclame numéro 1, sauf que la réalité, c'est tout à fait autre chose. Donc c'est ce que nous avons essayé d'expliquer, le modèle économique que nous avons aujourd'hui avec, je ne veux pas dire l'invention, mais c'est tout comme, je vais dire, l'explosion un petit peu du digital. On s'est posé sur l'avenir de nos médias. Est-ce que demain, le téléspectateur va attendre jusqu'à 19h45 pour suivre le 19h45 d'Espace TV, ou est-ce qu'il faut enregistrer maintenant les journaux? Vous allez les mettre sur les plateformes, celui qui veut regarder vient,
plaît, ils regardent. Est-ce que nous, au niveau de la radio, il faut aller avec des podcasts? Parce qu'aux États-Unis, malheureusement, on est parti un petit peu à ce mode-là aujourd'hui. C'est parce que tout simplement, les gens qui consomment les radios aujourd'hui sont des routiers, parce qu'ils font des longues distances, évidemment. Et voilà, quoi. Donc, on verra bien dans 5 ans ce que ça va advenir. Peut-être qu'on a encore le temps, nous, ici, parce que la radio numérique terrestre n'a pas débarqué, la TNT n'a pas encore débarqué, donc on verra bien. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez appris de ce sommet? Vous avez partagé votre expérience et votre vécu ici. Qu'est-ce que vous avez personnellement appris? C'est des rencontres, évidemment. C'est cette ouverture au monde. Moi, je pense que c'est important. Des agences que nous avons rencontrées, parce qu'on a du mal souvent, quand on est média en Afrique, souvent, il y a des impositions. Quand je dis impositions, c'est des agences qui vous imposent souvent certaines choses et tout ce qu'il y a autour. Et quand vous utilisez ces images-là, souvent, c'est bloqué sur YouTube. Et ça devient problématique quelque part. Donc, moi, c'est surtout la rencontre avec ces agences-là et cette ouverture, justement, des Turcs à l'international. J'ai trouvé ça incroyable. Évidemment, je vois un petit peu les critiques à dire que c'est un pays qui invite quand même tout un continent. Je me dis, il était temps. Il fallait commencer quelque part. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que c'était pas politique. Dans le sens qu'on n'a pas invité en fait les médias pour les charmer, pour dire oui, le Premier ministre allait être là, le président allait être là et tout ce qu'il y a autour. On était entre hommes des médias et ceux qui font les médias, c'est-à-dire les hommes d'affaires et tout ce qu'il y a autour. J'ai trouvé ça très intéressant. Président fondateur du groupe Adefo Média, je vais parler de Lamine Guirassy qui nous a reçus après son retour de Turquie. Et Lamine, merci de nous avoir reçus et de nous donner toutes ces informations. Et c'est un honneur pour Mediasphère. Merci beaucoup. Merci. On va rendre l'antenne à Théophile Fassamano qui va continuer avec d'autres rubriques. Mediasphère. Bravo donc à Mamoudou Boulere Diallo et à Boubacar Camara pour cette très belle interview. Et vous avez entendu, à l'intérieur, il y a des nouveautés qui s'annoncent du côté du monde des médias. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Vous avez dû donc avoir ce scoop en direct avec Lamine Guirassy. Pour parler de l'actualité dans le reste du monde, nous allons faire un tour avec Vu, un regard impertinent de Patrick Menet que nous vous proposons. Alors c'est un regard dans le monde des médias du côté de l'Europe. On s'intéresse beaucoup à cette guerre Ukraine-Russie, les conséquences surtout sur différents pays. Vous allez pouvoir le constater tout à l'heure. On fait un tour d'horizon, bien sûr avec le Tibet, avec le gaz russe et tout ça, ça crée des petits problèmes. En tout cas, on vous permet de le voir avec tous ces médias du côté de l'Europe. Mediasphère. On commence avec les résultats du premier tour des élections législatives. Voici les 5 premières forces du pays. La majorité présidentielle ensemble arrive en tête avec 25,75% des voix. Le journal Le Monde a fait son propre décompte et donne l'alliance de la gauche très légèrement en tête avec 26,10% contre 25,66% selon les chiffres officiels. À quoi tient cette différence? Au fait que plusieurs candidats affiliés à la NUPES en Outre-mer et en Corse n'ont pas été comptés comme tels. La France, ce sont ainsi 272 duels Macron-Mélenchon qui animeront la soirée du second tour. Vous savez qu'il y a Mélenchon ou moi. Vous voyez ce qu'il dit sur les policiers? Ouais. La police tue, vous êtes d'accord vous avec ça? Bah non, pas trop. Bon. Après, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. C'est la fête, c'est la bamboche, comme on dit, c'est la fiesta. Et puis, l'autre difficulté extrêmement forte pour eux, c'est le bilan qu'ils ont eu à assumer. Dans une cinquantaine de circonscriptions, on va assister à un duel NUPS-RN. Du côté de la majorité présidentielle, c'est le cafouillage autour des consignes de vote. Pourquoi ? Parce que justement, je pense que la majorité présidentielle se rend compte que si elle donne trop de blanc-seing pour un front républicain qui est en faveur de la NUP, elle risque de créer la situation que je viens de décrire, c'est-à-dire une situation dans laquelle la NUP monte à très haut niveau son score aux élections législatives et la majorité n'arrive pas à avoir une majorité absolue, même avec un système de coalition. Il y a quelques dizaines de circonscriptions où on a un candidat du Rassemblement national face à NUP. Je vous le redis, c'est très clair, aucune voix pour le Front national. Et ensuite, quand on a un candidat républicain
et c'est le cas par exemple pour Fabien Roussel, nous le soutenons. Quand vous avez un candidat qui ne respecte pas nos valeurs républicaines, nous ne le soutenons pas. Donc vous avez la Première ministre qui va voter pour un candidat qui lui-même soutient l'islamo-gauchisme en France. Mais bravo. c'est ce qu'ils ont fait. Bravo, formidable, formidable. S'il y a des fachos qui ne sont pas trop fâchés, mieux vaut qu'ils votent pour nous que de rester à la maison ou de voter pour elle, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas allé voter hier? Non. Pour quelle raison? Parce que ça ne m'intéresse pas trop. J'ai pas envie d'aller voter parce que pour moi, ça sert à rien. Il n'y a rien qui change. Parce que la politique, j'y crois plus. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une grande magouille. Mais en fait, c'est très simple. Ton cerveau, tu le mets en marche et tu mets toutes les solutions possibles. Et tu réfléchis à comment récupérer des trucs, bam, 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 à qui parler. Et en fait, tu places tes jetons dans ta tête. Ah ouais. Moi, je crois que j'ai 0 jetons dans ma tête. Le Qatar, synonyme du plus grand gisement de gaz naturel au monde, a choisi un Français pour produire encore plus. Il s'agit du plus gros investissement de Total Energy jamais réalisé dans le gaz naturel liquéfié au Qatar. Alors pour la France, est-ce une opportunité de se passer du gaz russe? Total Energy va prendre une part de 6,25% dans le projet. Un investissement de 1,9 milliard d'euros. Un point sur le prix des carburants. Le litre de gazole est repassé au-dessus de la barre des 2 euros. 2,07 € en moyenne. Prix inchangé pour le samplon 95, 2,09 €. Investir sur le gaz à l'étranger, comment dans le même temps la France peut-elle respecter ses engagements de réduction d'émissions de CO2? Impossible selon Greenpeace. C'est encore plus de bombes carbone, c'est-à-dire des émissions qui vont clairement nous mener droit dans le mur en pleine crise climatique. Le texte fait ouvertement référence au thème de la survie. Le charnier de Traling se trouve sur notre chemin. Ici, le corps des morts est offert aux vautours comme des funérailles célestes. Annie m'explique que c'est un portail vers le royaume des morts. Un passage terrifiant qui détermine notre future réincarnation. Quand les oiseaux ne montrent pas trop d'envie de manger le cadavre, c'est un mauvais présage pour le défunt. Pour le bassiste Gene Simmons, il est temps de raccrocher. Chacune de mes bottes pèse le poids d'une boule de bowling. Et l'armure et tout le reste, cela pèse près de 20 kilos. J'ai 72 ans et je ne veux pas être encore en tournée à 75. C'est trop vieux. On a encore une centaine de concerts là et ensuite... Merci beaucoup. Au revoir. Médiasphère. Voilà, merci à toute l'équipe de ce côté. Sans pourtant vous quitter maintenant, nous partons avec cette rubrique que nous aimons bien, on zappe. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas pu suivre les émissions en semaine, si même vous n'avez pas pu avoir le courant chez vous, ou si vous avez eu la paresse, ici dans cette émission, vous permet, la réalisation Alpha Amadou Djoulé vous permet d'avoir quelques bribes, question de vous mettre aussi au bain de l'actualité. J'adore cette rubrique. Ne zappez pas, c'est on zappe, mais vous ne zappez pas. On reste pour terminer l'émission en beauté. Médiasphère. À ce niveau-là, dans cette cacophonie, dans cette ethnisation politique politicienne, même si c'est un 4e mandat qu'il faut, ou un 10e mandat qu'il faut, pour le dirigeant actuel, je suis pour. Vous avez vu le gouvernement depuis qu'il est venu? Non, moi je ne comprends pas le français. Moi je comprends le pulaar. Il faut parler en pulaar. Ok. Vous avez vu le gouvernement ici? Bon, excuse-moi. Les ministres, vous avez vu les ministres? Moi je ne comprends pas. Il faut que vous nous respectez. On vous respecte. Pourquoi vous prenez les propos dans leur contexte, dans leur milieu, dans leur année, pour venir? Monsieur Souma. D'accord. C'est un crime. C'est seulement... Comment ça va? Ça va bien? Ok. Ça va très bien. Hein? Mais je te vois même pas. Comme ça, fais-moi contact. Bao Alpha Omar, je suis son petit frère. Qui ça? Bao Alpha Omar. Bah, Alpha Omar. Oui.
Oui. T'es le frère de qui? Je comprends pas. Oui, c'est le représentant des jeunesse de Mamou, de Tamagali jusqu'à Conakry, Almamia. Bien sûr, je suis le nouveau secrétaire général du mouvement Rasta de Guinée qui est Mouraga. Et dès que l'ancienne génération, les aînés, nous ont passé la main, on a fait une conférence de presse à Lambaye. Et voilà, ils ont nommé un président Bassikolo Faro Konaté, qui a un siège à Kindia, sur un site de Village Rasta. Donc il m'a nommé secrétaire général et porte-parole du mouvement Rasta. Je suis 100% Rasta et tu vois, non? Médiasphère. Voilà, chers toutes et tous, c'est cet élément qui vient mettre fin à ce numéro au cours de cette semaine. Merci à vous tous qui avez pris le temps de nous suivre. Merci à Tcherno Salouba qui a assuré le cadrage. Et puis, si vous avez pu bien nous entendre, c'est aussi grâce à Alassane Barry. Sans pour autant oublier celui qui a réalisé toute cette émission. Lui, c'est Alpha Amadou Julde Diallo. Grand merci à lui, à tous ses reporters. Malik Sangana, une pensée pour lui, il est malade. À Mamoudou Boulere Diallo, merci à lui et à notre invité Abdourahmane Sénateur Diallo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous, où que vous soyez. Restez sur Espace TV. Nos programmes sont et demeurent les meilleurs. Au revoir. Médiasphère.